Quelque chose se passe en ce moment au sein de l'armée israélienne. Et les grands médias n'en parlent pas. Les gens qui observent cela de plus près ne sont pas des journalistes. Ce sont des généraux assis dans des capitales étrangères en train de faire des calculs qui n'ont rien à voir avec les déclarations publiques ou les points de presse. Le mot qui circule dans certains milieux du renseignement n'est pas un mot qu'on associe habituellement aux forces de défense israéliennes, Tsahal, une armée qui, depuis 70 ans, est décrite comme la force de combat la plus aguerrie, la plus capable et la plus redoutée du Moyen-Orient. Le mot utilisé maintenant discrètement, prudemment, dans des salles où ces conversations peuvent avoir lieu, est celui qu'aucun établissement militaire ne veut jamais voir attaché à son nom, chaos. Et si ne serait-ce qu'une fraction de ce qui est rapporté et discuté est exact, les conséquences ne restent pas à l'intérieur des frontières d'Israël. Elles se propagent dans tout le Moyen-Orient, dans la politique étrangère américaine, dans l'équilibre des forces d'une région qui est au centre des conflits mondiaux depuis des décennies, et dans les calculs de chaque adversaire qui a passé des années à mesurer le coût d'un affrontement avec une armée qu'il considérait autrefois comme invincible. Douglas MacGregor, le colonel à la retraite de l'armée américaine qui n'a jamais été connu pour adoucir ses évaluations, dit des choses sur l'état actuel de Tsahal que l'establishment veut désespérément balayer du revers de la main, que des généraux prendraient leur distance, que la chaîne de commandement est sous pression, que l'écart entre ce que l'armée israélienne dit accomplir et ce qui se passe réellement sur le terrain est devenu quelque chose que les analystes militaires sérieux ne peuvent plus ignorer. Israël est-il réellement en train de s'effondrer? Tsahal est-elle vraiment dans le chaos? Ou s'agit-il du type de guerre psychologique qu'on déploie quand on veut pousser un adversaire à douter de lui-même? La réponse est plus complexe, plus troublante et plus lourde de conséquences que ce que les deux camps de ce débat veulent bien admettre. Commençons par Douglas MacGregor. Parce que, pour comprendre pourquoi ces commentaires sont pris au sérieux par certains et rejetés avec colère par d'autres, il faut comprendre qui il est et ce qui donne du poids à ses paroles dans certains cercles. MacGregor n'est pas un chroniqueur de plateau. Ce n'est pas un analyste de groupe de réflexion qui a passé sa carrière à rédiger des documents dans des bureaux confortables, loin de tout champ de bataille. C'est un vétéran du combat qui a commandé la célèbre bataille de 73 Hastings pendant la guerre du Golfe, l'un des engagements de chars les plus décisifs depuis la Seconde Guerre mondiale, une bataille où les forces américaines ont détruit toute une brigade blindée irakienne en quelques heures. Il a passé des décennies à étudier les opérations militaires, les échecs militaires et l'écart entre l'image institutionnelle qu'une armée a d'elle-même et la réalité opérationnelle. Il a brièvement été envisagé pour de hauts postes de sécurité nationale à Washington. Il a les qualifications nécessaires pour dire ce qu'il dit. Que vous soyez d'accord avec ses conclusions ou non, on ne peut pas le rejeter comme quelqu'un qui ne comprend pas la guerre. Et ce que MacGregor dit de la situation actuelle de Tsahal touche au cœur d'une question que les historiens militaires étudieront longtemps. Celle de savoir si une armée optimisée pour un type particulier de guerre peut s'adapter quand la nature de la guerre change fondamentalement. Si la culture institutionnelle, la structure de commandement et la doctrine qui ont rendu une armée performante dans un environnement deviennent un handicap, voire un handicap fatal, dans un tout autre environnement, Tsahal a bâti sa légende sur la vitesse, la manœuvre, les opérations interarmes qui frappaient plus vite que l'ennemi ne pouvait réagir, la supériorité du renseignement, la domination aérienne et le principe selon lequel les guerres devaient être gagnées rapidement, de manière décisive, avec un minimum de pertes israéliennes. Cette doctrine a été validée à maintes reprises. En 1948, quand un État tout juste né, entouré d'armées hostiles, a combattu pour sa survie et a gagné. En 1967, quand Israël a détruit les forces aériennes de 3 pays en une seule matinée et a remporté en 6 jours une guerre que le monde s'attendait à voir durer des mois. En 1973, quand une attaque surprise a presque brisé Tsahal avant qu'elle ne se ressaisisse et renverse la situation. Et au Liban, en 1982, Tsahal était le modèle que d'autres armées étudiaient,
la référence de ce qu'une force petite, très motivée et technologiquement avancée, pouvait accomplir contre des adversaires numériquement supérieurs. Mais ce qui se passe à Gaza n'est pas 1967, ce n'est même pas 1982. C'est quelque chose que la doctrine de Tsahal n'a pas été conçue pour gérer. Et ce décalage entre la doctrine et la réalité, entre la guerre à laquelle Tsahal s'était préparé et la guerre qu'elle mène réellement, c'est là que le chaos commence. La guerre urbaine est le grand égalisateur de la puissance militaire. Elle neutralise la domination aérienne parce que les frappes de précision dans des environnements civils denses entraînent des coûts catastrophiques qui se mesurent non seulement en vies humaines, mais aussi en capital politique, un capital qui s'écoule avec chaque manchette, chaque image, chaque session d'urgence aux Nations Unies. Elle neutralise la guerre de mouvement parce que la géométrie du combat urbain, les rues étroites, les tunnels souterrains, les immeubles, qui sont à la fois des infrastructures civiles et des points d'appui militaires, éliminent les espaces ouverts où la vitesse et la supériorité blindée se traduisent par une victoire décisive. Elle transforme chaque immeuble en forteresse, chaque tunnel en atout stratégique, chaque ruelle en embuscade potentielle. C'est lent, c'est éprouvant, c'est coûteux en sang, en ressources et en temps, et cela récompense le défenseur beaucoup plus que l'attaquant. Le Hamas a passé des années, pas des mois, des années, à préparer Gaza précisément pour ce type de guerre. Le réseau de tunnels sous Gaza n'est pas improvisé. Il est conçu comme un système. Des centaines de kilomètres de passages souterrains renforcés par du béton, ventilés par des systèmes d'air sophistiqués, équipés d'infrastructures de communication, de dépôts d'armes, de centres de commandement et de quartiers de vie capables de soutenir des combattants pendant de longues périodes sous terre, construits pour survivre aux frappes aériennes israéliennes les plus puissantes, construits pour permettre aux combattants de disparaître sous terre lorsque les conditions en surface deviennent intenables, puis de réapparaître derrière les lignes israéliennes lorsque l'occasion se présente. Construits pour rendre la supériorité militaire conventionnelle de Tsahal largement sans importance au niveau tactique, là où les combats individuels se gagnent ou se perdent. Tsahal le savait. Le renseignement israélien avait une connaissance étendue du réseau de tunnels avant le début de l'opération terrestre. Et pourtant, l'expérience réelle du combat dans ces tunnels et autour d'eux a été quelque chose que les briefings du renseignement, aussi détaillés et aussi exacts soient-ils, ne peuvent jamais préparer pleinement les soldats à affronter. De jeunes conscrits israéliens découvrent un environnement de guerre souterraine qui n'a pas de véritable précédent dans leur entraînement. Des officiers formés pour des avancées blindées rapides en terrain ouvert gèrent des opérations lentes, éprouvantes et lourdes en pertes dans des environnements urbains où l'ennemi contrôle la dimension souterraine du champ de bataille et contrôle donc le calendrier de chaque engagement. C'est là que les premiers signes de tension dans la structure de commandement de Tsahal deviennent visibles. Non pas dans les déclarations officielles, qui sont toujours soigneusement gérées et précisément calibrées pour la consommation publique, mais dans l'écart entre ces déclarations officielles et la réalité observable sur le terrain. Tsahal a annoncé à plusieurs reprises, au cours de cette campagne, l'achèvement d'opérations majeures dans des zones précises de Gaza. Khan Yunis a été déclaré nettoyé, Jabalia a été déclaré nettoyé. Rafah a été présenté comme le site de la dernière grande opération, la dernière pièce du casse-tête, et pourtant des combattants du Hamas sont réapparus dans des secteurs qui avaient été déclarés nettoyés des semaines ou des mois plus tôt. Des tirs de roquettes ont repris depuis des endroits qui étaient censés avoir été neutralisés. Des puits de tunnels qui étaient supposément effondrés ont été rouverts. Le réseau souterrain s'est montré résilient d'une manière que les planificateurs militaires israéliens ont publiquement reconnu ne pas avoir pleinement anticipé lorsqu'ils présentaient leurs attentes au début de la campagne. Cet écart entre l'annonce et la réalité n'est pas seulement un problème de relations publiques pour le gouvernement israélien. C'est le signal de quelque chose de plus profond et de plus préoccupant sur le plan structurel, le signal que la compréhension opérationnelle au sein de Tsahal de ce qu'il faudrait réellement pour atteindre les objectifs déclarés était au minimum optimiste et au maximum fondé sur des hypothèses concernant la nature de ce combat que le combat réel a systématiquement invalidé
Maintenant, c'est ici que le récit de MacGregor rejoint quelque chose de réel et d'observable de façon indépendante, quelque chose que l'on peut vérifier sans dépendre de ses affirmations précises ni accepter son cadrage particulier. Plusieurs hauts responsables militaires israéliens ont fait, au cours de la dernière année, des déclarations publiques qui, lues attentivement et dans l'ordre, représentent une divergence importante et croissante par rapport à la politique officielle du gouvernement. D'anciens chefs d'état-major de Tsahal, des généraux à la retraite ayant une expérience opérationnelle au plus haut niveau, de hauts responsables du renseignement qui ont occupé des postes où ils avaient accès à l'ensemble du portrait, des gens qui ont bâti leur carrière au sein de l'establishment sécuritaire israélien et qui, maintenant, dans certains cas prudemment et diplomatiquement, dans d'autres cas de manière très directe et publique, remettent en question l'orientation stratégique de la campagne militaire actuelle et le leadership politique qui la supervise. C'est pas normal dans la culture militaire israélienne. Tsahal a une tradition de loyauté institutionnelle extrêmement forte, l'idée de rester silencieux pendant le service, de maintenir l'apparence d'un soutien unifié à la direction civile, puis de participer au débat public seulement après avoir quitté le service, et profondément enraciné dans les relations civilo-militaires israéliennes depuis la fondation de l'État. Le fait que des figures actives ou récemment retraitées prennent maintenant la parole, que le débat interne soit devenu visible de l'extérieur pour tout observateur sérieux, dit quelque chose de profond sur le niveau de stress institutionnel actuellement présent. Les préoccupations précises soulevées se regroupent autour de plusieurs thèmes interconnectés qui, pris individuellement, pourraient être gérables, mais qui ensemble dessinent un tableau préoccupant. Le premier et le plus fondamental est l'absence d'une issue stratégique claire. À quoi ressemble réellement une victoire militaire israélienne à Gaza ? Cette question n'a jamais reçu de réponse satisfaisante de la part du leadership politique. Le Hamas ne peut pas être éliminé comme idéologie. Sa structure organisationnelle, bien que gravement endommagée par près de 2 ans de pression militaire intense, a montré une capacité de régénération extraordinaire lors de chaque confrontation précédente avec Israël. Si Tsahal détruit l'aile militaire du Hamas, mais laisse intactes les infrastructures politiques et sociales, qu'a-t-on réellement accompli au-delà de gagner du temps? Si elle détruit tout, mais n'a aucun plan viable pour la suite, qui gouverne Gaza? Qui fournit les services essentiels à 2 millions de personnes? Qui empêche la prochaine organisation de remplir le vide de pouvoir que les opérations militaires créent inévitablement? Le succès militaire contient les germes de son propre échec stratégique. Ces questions n'ont pas de réponse cohérente dans la politique actuelle du gouvernement israélien. Et les commandants militaires, à qui l'on demande de continuer à se battre, de continuer à envoyer des soldats dans des tunnels et des décombres sans objectif politique clair attaché au succès militaire, évoluent dans un environnement qui, historiquement, produit exactement le type de friction interne et de perte de direction institutionnelle que le mot chaos est censé décrire. Considérez le système de réserve. Ce système a extraordinairement bien servi Israël pendant des décennies, mais il a été conçu pour des guerres qui durent des jours ou des semaines, pas pour des campagnes qui s'étirent pendant des mois et des années. Le rythme soutenu des opérations à Gaza, combiné à l'obligation simultanée de maintenir une véritable préparation au combat à la frontière nord face au Hezbollah, qui est une force militaire bien plus redoutable que le Hamas, a imposé au système de réserve une pression extraordinaire et cumulative qu'il n'a jamais été conçu pour absorber. Des réservistes ont été rappelés, déployés dans des zones de combat, renvoyés chez eux après des semaines d'opérations intenses, puis rappelés de nouveau à plusieurs reprises avec un temps de récupération minimal. La perturbation économique de ce cycle dans l'ensemble de la société israélienne est importante et mesurable. Les entreprises ne peuvent pas fonctionner lorsque leurs employés sont retirés à répétition pendant des mois. Les familles se fissurent sous le stress des séparations répétées. Les enfants grandissent avec des parents qui entrent et sortent de déploiements de combat. Les conséquences sur la santé mentale des soldats qui retournent sans cesse dans un combat urbain intense, qui voient des choses que l'esprit humain n'est pas conçu pour traiter facilement, sont cumulatives et réelles, et elles ne sont pas pleinement visibles dans aucun bilan officiel des coûts. La société israélienne a une capacité extraordinaire d'absorber les coûts de sécurité, mais cette capacité n'est pas infinie.
Il existe des rapports crédibles et précis selon lesquels le taux d'exemption au rappel de réserve, le nombre de réservistes invoquant des motifs médicaux, psychologiques ou personnels pour reporter ou éviter un déploiement, augmente d'une manière que le système du personnel de Tsahal peine à gérer discrètement. Troisièmement, et aide de manière la plus explosive, il y a la question de l'ingérence politique dans la prise de décision militaire. Le gouvernement actuel d'Israël est l'une des coalitions les plus complexes sur le plan idéologique et les plus divisées à l'interne de l'histoire du pays. Il comprend des figures dont l'intérêt politique principal n'est pas la victoire militaire au sens professionnel conventionnel, mais l'atteinte d'objectifs territoriaux, idéologiques et religieux précis à Gaza et en Cisjordanie, objectifs qui vont bien au-delà de ce que les commandants militaires professionnels considèrent comme opérationnellement nécessaire ou stratégiquement avisé. La tension entre la direction politique civile et les conseils militaires professionnels existe dans tout système démocratique. Mais il y a une différence critique entre la supervision civile et la microgestion civile des décisions opérationnelles pour des raisons entièrement dictées par la politique de coalition. Lorsque cette ligne est franchie de façon répétée, lorsque des recommandations militaires sont annulées, non pas parce que les dirigeants civils ont une meilleure vision stratégique, mais parce que certains partenaires de coalition feront tomber le gouvernement, si des décisions militaires précises sont prises, les conséquences pour l'efficacité opérationnelle peuvent être graves. Les commandants militaires qui se retrouvent à exécuter à répétition des opérations qu'ils jugent professionnellement contre-productives sur le plan stratégique font face à un choix auquel aucun soldat professionnel ne devrait être confronté. Ils peuvent obéir et garder le silence. Ils peuvent obéir tout en faisant connaître leurs réserves. Ou ils peuvent trouver des moyens de prendre leur distance, de prendre leur retraite plutôt que prévu, de s'associer moins publiquement à certaines décisions ou de laisser les faits montrer que leurs conseils n'ont pas été suivis. Les informations auxquelles MacGregor et d'autres font référence suggèrent que quelque chose relevant de cette troisième catégorie est en train de se produire. Maintenant, voici la partie qui exige l'analyse la plus prudente. Tsahal ne s'effondre pas. Ce mot, même s'il est dramatiquement puissant, va au-delà de ce que les preuves disponibles montrent actuellement. Tsahal demeure une force militaire très capable, profondément motivée et extraordinairement bien équipée. Son avantage technologique sur tous les autres acteurs militaires de la région demeure énorme. Son aviation n'a pas d'équivalent dans la région. Ces forces d'opération spéciales ont mené des opérations complexes et à haut risque avec un succès considérable. L'élimination ciblée de hauts commandants démontre une capacité offensive que la vaste majorité des armées sur Terre ne peuvent pas reproduire. Mais la capacité et l'efficacité ne sont fondamentalement pas la même chose. Une armée peut être extraordinairement capable en termes absolus et pourtant inefficace pour atteindre des objectifs précis si on lui demande d'accomplir des choses qui ne peuvent pas être obtenues par des moyens militaires seuls, ou si sa doctrine est structurellement mal adaptée à l'environnement opérationnel, ou si sa structure de commandement subit un stress politique assez sévère pour affecter la qualité de la prise de décision. Toutes ces conditions sont présentes simultanément dans la situation actuelle d'Israël. Parlons du front nord. Le Hezbollah n'est pas le Hamas. Il dispose d'un arsenal de roquettes et de missiles estimé à plus de 100 000 projectiles. Il possède des capacités anti-chars qui ont forcé une réévaluation fondamentale de la doctrine blindée israélienne en 2006. Il compte des forces d'infanterie véritablement aguerries au combat, qui ont combattu pendant des années dans la guerre civile syrienne. Il dispose d'un vaste réseau de renseignements et du plein soutien de l'Iran. Tsahal gère un échange continu et coûteux de basse intensité avec le Hezbollah le long de la frontière nord pendant toute la campagne de Gaza. Des milliers de civils israéliens ont été déplacés de leur foyer depuis plus d'1 an. Le coût économique et psychologique de ce déplacement est énorme. Tsahal gère actuellement 2 fronts actifs simultanément avec un système de réserve soumis à une pression documentée et croissante, sans stratégie politique claire liant les opérations militaires à des résultats réalisables. Cette combinaison de facteurs correspond à la définition opérationnelle de la surextension stratégique, et la surextension stratégique dans l'histoire militaire est l'un des indicateurs les plus fiables d'un échec éventuel,
peu importe la capacité absolue de la force surexploitée. Quelque chose s'effiloche. La situation sécuritaire d'Israël est réellement existentielle. L'attaque du 7 octobre n'a pas été simplement un événement militaire, ce fut un choc civilisationnel. Le massacre systématique de civils a représenté un échec de la sécurité israélienne d'une ampleur sans précédent moderne. Le traumatisme de cette journée traverse chaque aspect de la société israélienne et de sa culture militaire. Ce contexte n'oblige pas à approuver chaque décision militaire, mais l'écarter entièrement produit une analyse cliniquement incomplète et humainement malhonnête. Les généraux de Tsahal ne sont pas des bureaucrates faisant des calculs froids. Ce sont des gens qui connaissent par leur nom les soldats sous leur commandement, qui ont annoncé à des familles la mort de ces soldats et qui tentent en même temps d'exercer un jugement militaire professionnel dans des conditions où ce jugement subit une pression extraordinaire de toutes parts, pression politique venue d'en haut, pression opérationnelle venue du champ de bataille, pression stratégique liée à l'absence de toute issue claire et pression sociale venue d'une société endeuillée et divisée. Le mot chaos ne signifie peut être pas un effondrement total de l'ordre, mais il décrit un système dont les parties ne travaillent plus en harmonie vers un objectif commun et réalisable. Que cela mène à une restructuration fondamentale de la doctrine militaire israélienne ou à une crise institutionnelle plus profonde dépendra des décisions prises dans les prochains mois. Ce qui est clair, c'est que l'ancien modèle israélien de la guerre a atteint ses limites et que le nouveau n'a pas encore été défini. Les calculs effectués aujourd'hui dans des capitales étrangères détermineront la forme du Moyen-Orient pour les 50 prochaines années. Tsahal est-elle vraiment dans le chaos? C'est une armée soumise à la plus grande pression de son histoire, qui mène une guerre pour laquelle elle n'a pas été conçue, sous une direction politique dont elle se méfie de plus en plus. Ce n'est peut être pas un effondrement, mais c'est une crise qu'aucune quantité d'armes de précision ne peut résoudre à elle seule. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique. Vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.